Je m'appelle Hélène et j'ai 32 ans. Alors que je me rendais à la fête du 60e anniversaire de ma mère samedi dernier, je me suis dit que cette fois, ce serait différent. Je lui avais acheté un collier de perles coûteux qui m'avait coûté 2 semaines de salaire, espérant enfin voir ce sourire fier que j'avais cherché toute ma vie. Le restaurant qu'elle avait choisi était haut de gamme, le genre d'endroit où les conversations résonnent et où chaque mot a du poids. Je n'avais aucune idée qu'en l'espace de 2 heures, je prononcerais des mots qui changeraient notre relation à jamais. Avant de plonger dans ce qui s'est passé cette nuit-là, j'adorerais savoir d'où vous regardez. Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti sous-évalué par votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui s'est passé ensuite vous choquera probablement autant que tout le monde dans ce restaurant. Grandir dans notre foyer, c'était comme vivre dans 2 réalités différentes. Il y avait Marc, mon jeune frère de 3 ans, qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de ma mère, Patricia. Et puis, il y avait moi, la fille, qui, d'une manière ou d'une autre, n'était jamais à la hauteur, peu importe les efforts que je faisais. Je me souviens d'avoir ramené des bulletins avec que des A au lycée, pour qu'ils soient balayés d'un revers de main avec un « Eh bien, c'est ce qu'on attend de toi », alors que le seul B plus de marque en sport était célébré avec de la glace et des appels téléphoniques aux parents. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion, ma mère a passé toute la cérémonie à raconter comment Marc m'avait aidé à répéter mon discours, oubliant commodément qu'il avait joué aux jeux vidéo pendant tout le temps que je l'écrivais. L'université n'a été qu'une continuation de ce schéma. J'ai cumulé 2 emplois pour payer mes études, tout en maintenant une moyenne de 18/20. Mais tout ce dont j'entendais parler, c'était de la façon dont Marc se trouvait pendant son année sabbatique, qui consistait principalement à dormir jusqu'à midi et à jouer de la guitare dans notre garage. Quand j'ai obtenu mon diplôme de marketing avec mention très bien et les félicitations du jury, la conversation du dîner de famille a tourné autour de la décision de Marc de peut-être s'inscrire un jour en IUT. Le schéma s'est poursuivi dans ma vie professionnelle. J'ai gravi les échelons de l'entreprise, obtenant promotion après promotion grâce à ma seule détermination et à des semaines de 60 heures. J'ai acheté mon propre appartement à 28 ans, un endroit modeste mais charmant que j'ai meublé avec des trouvailles de seconde main et des économies prudentes. Quand j'ai montré les photos à ma mère, son seul commentaire a été de se demander pourquoi je n'avais pas choisi quelque chose de plus près de la maison pour pouvoir aider Marc dans sa recherche d'emploi. Ce qui m'a vraiment piqué au vif, c'est de découvrir que ma mère s'attribuait le mérite de mes succès auprès de ses amis. Je l'ai surprise lors d'un barbecue familial en train de dire à Madame Dubois, la voisine, que ma récente promotion était en réalité un effort familial et qu'elle m'avait coachée dans le monde de l'entreprise. La vérité, c'est que je ne lui avais même pas parlé de la promotion avant 1 mois après qu'elle ait eu lieu, et nos conversations dépassaient rarement les banalités superficielles. Marc, pendant ce temps, avait 31 ans et vivait toujours dans notre chambre d'enfant. Il travaillait à temps partiel dans un magasin d'électronique local, arrivait en retard plus souvent qu'à son tour, et n'avait jamais conservé un emploi plus de 18 mois. Mais d'une manière ou d'une autre, cela était décrit comme le fait qu'il était sélectif et attendait la bonne opportunité. Quand il s'était fait virer de son précédent emploi pour s'être présenté à plusieurs reprises avec la gueule de bois, ma mère avait passé des semaines à appeler son ancien patron pour essayer de le faire réintégrer. Je me suis retrouvée dans un cycle sans fin à essayer de gagner une approbation qui n'est jamais venue. J'envoyais des fleurs pour la fête des mères, j'appelais tous les dimanches et je me portais toujours volontaire pour organiser les réunions de famille. Je cherchais les restaurants, faisais les réservations, coordonnais les emplois du temps et finissais généralement par payer la majeure partie du repas. À chaque fois, je me disais que ce serait l'occasion où elle verrait enfin mes efforts et m'apprécierait.
Le soutien financier avait commencé modestement. 100 € par-ci par-là, quand ma mère mentionnait qu'elle avait du mal avec les factures. Puis, c'est devenu des contributions régulières, reste pour aider aux dépenses de Marc, puisqu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts avec son salaire à temps partiel. J'étais essentiellement en train de subventionner le style de vie de mon frère, pendant qu'il vivait sans payer de loyer et ne contribuait en rien aux dépenses du ménage. L'ironie ne m'échappait pas. La fille, égoïste et obsédée par sa carrière, était celle qui soutenait réellement la famille financièrement. Alors que j'entrais dans le parking du restaurant ce samedi soir, j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur une dernière fois. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe sobre que ma mère ne pourrait pas critiquer, assortie aux boucles d'oreilles en or qu'elle m'avait offertes pour mon anniversaire il y a 2 ans. Le collier de perles reposait dans son élégant coffret sur le siège passager, une offrande de paix qui, je l'espérais, pourrait enfin combler le fossé entre nous. Le restaurant bourdonnait des conversations feutrées des dîneurs du week-end, alors que je franchissais l'entrée principale, le sac cadeau à la main et mon plus grand sourire fermement en place. J'étais arrivée exactement à l'heure, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais quand même la dernière à m'asseoir à notre table réservée. Ma mère était assise en bout de table dans une robe bleu roi que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux argentés coiffés en vagues parfaites qui avaient dû prendre des heures au salon. « Hélène, te voilà enfin !» dit-elle sans lever les yeux de son menu, son ton suggérant que j'étais en retard, bien que je sois parfaitement ponctuelle. On commençait à se demander si tu ne t'étais pas perdue. Marc se leva d'un bond pour me serrer dans ses bras, et je remarquai qu'il portait la même chemise à boutons froissés qu'il avait portée au dîner de Noël dernier. Sa femme, Sarah, me fit un sourire chaleureux et se décala pour me faire de la place. J'appréciais sa gentillesse, même si je pouvais voir la distance prudente qu'elle maintenait chaque fois que la dynamique familiale devenait tendue. Autour de la table se trouvaient les habitués de nos réunions de famille élargies. Tante Sylvie, la sœur aînée de ma mère, était venue de Bordeaux et sirotait déjà ce qui semblait être son 2e verre de vin. Oncle Georges, le frère de mon père, était assis tranquillement, faisant défiler son téléphone, vérifiant probablement les scores de football. Mes cousins, Amélie et David, avaient amené leurs enfants, qui essayaient actuellement de construire des tours avec des sachets de sucre pendant que leurs parents faisaient semblant de ne pas remarquer. Je posai le sac cadeau soigneusement emballé à côté de l'assiette de ma mère et me penchai pour lui embrasser la joue. « Joyeux anniversaire, maman. Tu es magnifique. » Elle accepta le baiser avec le même enthousiasme qu'elle aurait montré à un des marcheurs à domicile, puis s'illumina immédiatement lorsque Marc sortit un petit sac cadeau, manifestement acheté à la dernière minute à la pharmacie du coin. « Oh, Marc, tu n'aurais pas dû !» s'extasia-t-elle, déchirant le papier de soie pour révéler un ensemble de bougies qui devait coûter environ 12 €. Les bougies parfumées à la vanille étaient assez jolies, mais rien de spécial. Celles-ci sentent divinement bon. Tu sais toujours exactement ce que j'aime. Quelle délicate attention de ta part de te souvenir à quel point j'aime les bougies. Elle les brandit pour que toute la table puisse les admirer. Et tout le monde fit des bruits d'appréciation appropriés. Puis, elle se tourna vers mon sac cadeau, avec beaucoup moins d'enthousiasme, sortant la boîte à bijoux comme si elle s'attendait à ce que quelque chose la morde. Quand elle l'ouvrit pour révéler le collier de perles, il y eut un moment de surprise authentique. Ce n'étaient pas des perles de fantaisie. C'étaient de vraies perles de culture, avec un fermoir en or 14 carats, qui m'avait obligée à faire des heures supplémentaires pendant 3 semaines pour me le permettre. « Oh !» dit-elle en les soulevant pour capter la lumière. « C'est joli, très joli. Merci Hélène. Joli. 2 semaines de mon salaire
est le cadeau le plus cher que j'ai jamais acheté à quelqu'un. Et j'ai eu droit à Jolie. Pendant ce temps, les bougies de station-service de Marc étaient divines et une délicate attention. Tante Sylvie se pencha pour mieux voir. Hélène, elles sont magnifiques. Elles ont dû coûter une fortune. Patricia, tu as tellement de chance d'avoir une fille aussi généreuse. Le sourire de ma mère se crispa de manière presque imperceptible. Oui, eh bien, Hélène a toujours été pragmatique avec ses dépenses. La façon dont elle a dit pragmatique donnait l'impression que c'était un défaut de caractère. Le serveur arriva pour prendre nos commandes de boissons, et je me surpris à étudier la carte des vins plus longtemps que nécessaire, essayant d'avaler la déception familière qui s'installait déjà dans ma poitrine comme du plomb. C'était censé être différent. Je m'étais dit pendant des semaines que cet anniversaire serait enfin l'occasion où ma mère me verrait vraiment, et reconnaîtrait ce que j'apportais à notre famille. Au lieu de cela, Marc régalait déjà la table avec une histoire sur son dernier service au magasin d'électronique, décrivant une interaction avec un client qu'il avait vu connaître la différence entre les câbles HDMI comme s'il avait découvert la fusion froide. Ma mère buvait chacune de ses paroles, riant à ses blagues médiocres et le poussant à donner plus de détails. « Marc a un tel don avec les gens ?» annonça-t-elle à la table. « Il vendrait du sable à des bédouins dans le désert, n'est-ce pas, mon chéri ?» Marc sourit et haussa les épaules modestement pendant que je me mordais la langue. La semaine dernière, j'avais conclu la plus grande campagne de marketing de ma carrière, rapportant un client d'une valeur de 3 millions d'euros à mon agence. Quand je l'avais mentionné lors de notre appel téléphonique du dimanche, ma mère avait changé de sujet pour me demander si je pensais que Marc avait besoin d'un manteau d'hiver. Sarah croisa mon regard de l'autre côté de la table et me fit un sourire compatissant. Elle était mariée à Marc depuis 5 ans maintenant, et même si elle l'aimait, elle n'était pas aveugle à la dynamique familiale. J'appréciais qu'elle ne participe jamais au jeu des comparaisons, même lorsque cela aurait pu profiter à son mari. En commandant nos plats, je me suis surprise à calculer automatiquement le coût de tout. Le restaurant que ma mère avait choisi n'était pas bon marché, et avec 9 adultes et 3 enfants, plus les boissons et le dessert, nous nous dirigions vers une facture qui atteindrait probablement 400 €. Comme d'habitude, je savais que je finirais par en couvrir la majeure partie, justifiée par l'attente de ma mère que, puisque j'étais celle avec le gros poste en ville, je pouvais me permettre de régaler la famille. L'ironie, c'est que le loyer de mon appartement, mes prêts étudiants et les contributions mensuelles que je faisais pour aider aux dépenses du ménage signifiaient que j'avais en fait moins de revenus disponibles que Marc, qui n'avait ni loyer ni dette, et dont la plus grosse dépense mensuelle était son abonnement PlayStation Plus. Mais souligner ces réalités financières ne me vaudrait qu'une autre leçon sur le fait d'être focalisé sur l'argent et de ne pas comprendre les vraies valeurs de la famille et de l'amour. Alors, j'ai souri, j'ai commandé le poulet au prix modéré et je me suis préparée pour une soirée où je serais à la fois invisible et financièrement responsable. Alors que nos entrées arrivaient, ma mère s'installa dans son rôle favori de conteuse familiale, et je la regardais avec une inquiétude croissante commencer à remodeler l'histoire en temps réel. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, cette capacité à prendre des événements et à les tordre juste assez pour peindre Marc sous une lumière dorée, tout en me jetant dans des nuances de déception. « Vous savez » commença-t-elle en coupant son cocktail de crevettes avec une précision chirurgicale. Je racontais justement à Madame Leclerc, du bout de la rue l'histoire de la remise de diplôme d'Hélène au lycée. Quelle journée c'était? Je me redressais légèrement, surprise qu'elle évoque l'une de mes véritables réussites. C'était peut-être le moment où elle reconnaîtrait enfin quelque chose que j'avais accompli. Hélène était major de promotion, vous savez? Poursuivit-elle, et pendant une fraction de seconde, mon cœur s'emballa. Mais la vraie histoire,
c'est comment Marc l'a aidé avec ce discours. Il a passé des heures à l'écouter répéter, lui donnant son avis, l'aidant avec les parties émotionnelles. Sans son soutien, je ne pense pas qu'elle aurait pu le prononcer avec autant de confiance. Le petit pain que j'étais en train d'attraper me parut soudain peser 25 kilos. Je le reposais délicatement, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Marc avait 14 ans à l'époque, plus intéressé par sa PlayStation que par mes réussites scolaires. La veille de la remise des diplômes, alors que je faisais une crise de panique à l'idée de parler devant 500 personnes, il était dans sa chambre avec des écouteurs, ignorant mes demandes d'aide. « Je me souviens de ça ?» dit tante Sylvie, pensive. « Hélène, ton discours était magnifique. Tu as parlé de poursuivre ses rêves malgré les obstacles. » « Oui, eh bien, Marc l'a vraiment aidé à comprendre. La résonance émotionnelle, » répondit ma mère en douceur. Il a toujours été si intuitif sur les sentiments des gens. C'est un don, vraiment. Je vis Marc se tortiller mal à l'aise sur son siège. À sa décharge, il semblait vouloir corriger la version des faits, mais des années à être l'enfant préféré lui avaient appris à ne pas faire de vagues lorsque le courant était en sa faveur. Ma mère ne faisait que commencer. Elle se lança dans une autre histoire, cette fois sur ma récente promotion au travail. Selon sa version, Marc m'avait donné des conseils cruciaux sur la politique de bureau lors d'un dîner de famille. Des idées qui avaient apparemment été déterminantes pour mon succès. Marc comprend si bien les dynamiques du lieu de travail, expliqua-t-elle à oncle Georges, qui hochait poliment la tête tout en essayant clairement de finir sa soupe. Quand Hélène avait du mal avec ce projet difficile l'année dernière, c'est Marc qui a suggéré, et qu'elle l'aborde sous l'angle de la cohésion d'équipe au lieu d'essayer de tout faire toute seule. C'était une nouvelle pour moi, étant donné que Marc ne m'avait jamais posé de questions sur mon travail au-delà de « ça va le boulot ?» et que je n'avais jamais discuté de projet spécifique avec lui. La promotion était venue après des mois de semaines de 60 heures, à établir des relations avec les clients et à développer des stratégies marketing qui avaient augmenté les revenus de notre agence de 30%. La contribution de Marc s'était limitée à me demander de baisser le son de mes conférences téléphoniques quand il essayait de regarder Netflix dans la pièce d'à côté. Mais voilà que ma mère créait une fiction élaborée, où mon petit frère était l'architecte secret de mon succès professionnel. Le pire, c'était la façon dont cela coulait de source. À quel point elle semblait convaincue par son propre récit. Je me demandais si elle croyait réellement à ces histoires, ou si elle les avait simplement racontées si souvent que les mensonges s'étaient calcifiés pour devenir sa version de la vérité. En parlant de travail, intervint ma cousine Amélie, essayant de rediriger la conversation. Hélène, tu n'as pas gagné une sorte de prix de l'industrie récemment? Oh, ça! Ma mère fit un geste dédaigneux avant que je puisse répondre. C'était juste un de ces trucs de participation. Ils en donnent à tout le monde de nos jours. Pas comme quand je travaillais, où la reconnaissance signifiait vraiment quelque chose. Le prix était pour une stratégie de marketing numérique innovante, décernée à seulement 5 professionnels dans tout le pays, sur des milliers de candidats. J'avais travaillé pendant 8 mois sur la campagne, restant tard tous les soirs et sacrifiant des week-ends pour perfectionner chaque détail. La reconnaissance était venue avec un prix de 5 000 € et une opportunité de parler à la conférence nationale. En fait, maman, c'était assez compétitif, dis-je doucement, en essayant de garder ma voix stable. Seulement 5 personnes l'ont reçu cette année. Eh bien, je suis sûre que tu as fait de ton mieux, répondit-elle sur le ton qu'on utiliserait pour consoler un enfant qui a perdu un concours d'orthographe. Puis, elle se retourna vers Marc avec une énergie renouvelée. Maintenant, Marc a fait un travail tellement intéressant au magasin. Raconte-leur cette histoire avec le client qui est venu avec l'ordinateur cassé. Et nous voilà repartis dans un autre récit détaillé des aventures de Marc dans la vente au détail, avec l'expertise technique qu'il avait démontrée et les compétences en service client qu'il avait déployées.
À la façon dont ma mère le racontait, Marc ne travaillait pas à temps partiel dans un magasin d'électronique. Il dirigeait une société de conseil en haute technologie. Je me surpris à étudier les visages autour de la table, me demandant si quelqu'un d'autre remarquait le schéma. Tante Sylvie me jetait des regards de plus en plus inquiets. Oncle Georges avait abandonné toute prétention d'écoute et vérifiait maintenant ouvertement ses emails. Sarah était concentrée intensément sur sa salade, clairement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Mais ma mère était dans son élément, tissant ses contes qui simultanément élevaient Marc et me diminuaient. Chaque histoire suivait la même formule. Prendre une de mes réussites, minimiser son importance, puis créditer Marc de l'avoir inspiré ou amélioré. Pendant ce temps, ses responsabilités d'adulte de base devenaient des exploits héroïques dignes d'éloges prolongés. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais entendu des variations de ces histoires, généralement lorsque ma mère parlait à des voisins ou à des amis. Elle avait développé toute une mythologie haute, autour de notre famille, où Marc était le fils brillant et sensible dont le potentiel n'attendait qu'à être découvert, tandis que j'étais la fille adéquate qui tombait parfois sur le succès par chance ou grâce à l'aide des autres. Les assiettes des entrées furent débarrassées, et je réalisais que j'avais à peine touché à ma nourriture. Mon estomac s'était noué en quelque chose ressemblant à une corde de marin, et la douleur familière de la déception se répandait dans ma poitrine comme de l'encre dans l'eau. Mais ce n'était que l'échauffement. Alors que les plats principaux arrivaient et que l'auditoire de ma mère s'installait pour le long terme, je pouvais la sentir se préparer à quelque chose de plus grand. Il y avait une énergie dans sa voix, un élan qui suggérait qu'elle ne faisait que commencer. Le service du plat principal marqua un changement dans l'énergie de la soirée, comme si ma mère avait attendu que tout le monde soit bien nourri et installé avant de livrer sa véritable performance. Elle poussa son pavé de saumon dans son assiette, tout en se lançant dans ce que je ne pouvais décrire que comme une masterclass en histoire familiale révisionniste. « Vous savez à quoi j'ai pensé ces derniers temps ?» commença-t-elle, sa voix prenant ce ton rêveur et nostalgique que j'avais appris à redouter. À quel point mes enfants se sont révélés différents. C'est fascinant, vraiment, comment la même éducation peut produire des résultats si différents. La fourchette de tante Sylvie s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Que veux-tu dire, Patricia ?»« Eh bien, Marc a toujours été mon petit philosophe, » continua ma mère, souriant tendrement à mon frère. Même enfant, il avait cette profonde compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. La famille, les relations, l'intelligence émotionnelle. Il n'a jamais été pris dans la course effrénée comme certaines personnes. Il comprend que le succès ne se résume pas à l'argent ou au titre. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. J'étais certaines personnes. J'étais celle prise dans la course effrénée, passant vraisemblablement à côté de ce qui comptait vraiment, tout en poursuivant des réussites futiles. Je me souviens quand Hélène a eu son diplôme universitaire, poursuivit-elle, et mon cœur se serra car je connaissais cette histoire et je savais comment elle la racontait. Elle était si fière d'elle en traversant cette scène. Mais Marc, qui terminait juste le lycée, m'a prise à part après et m'a dit « Maman, j'espère qu'elle se souvient que les notes ne font pas tout. Le vrai monde, c'est les gens, pas les résultats d'examen. » C'était une pure invention. Marc avait séché ma remise de diplôme pour aller à une fête à la piscine chez un ami. Il m'avait envoyé un message générique de félicitations 3 jours plus tard, quand ma mère lui avait rappelé ce qu'il avait manqué. Mais le voilà transformé en une sorte de sage, dispensant une philosophie de vie au moment de mon triomphe académique. Une telle sagesse chez quelqu'un de si jeune, soupira ma mère. Il a toujours été capable de voir la situation dans son ensemble, alors qu'Hélène se perd dans les détails. Marc fixait son steak comme s'il contenait les secrets de l'univers,
souhaitant clairement pouvoir disparaître. J'avais presque pitié de lui. Ses histoires fabriquées sur ses profondes intuitions et sa sagesse philosophique créaient un standard impossible à atteindre pour lui. Comme ce devait être épuisant d'être constamment crédité d'une profondeur que l'on n'a jamais exprimée. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle avait trouvé son rythme maintenant, et le vin la rendait audacieuse. Prenez la situation de l'appartement d'Hélène, continua-t-elle en s'adressant à oncle Georges, comme si elle présentait des preuves au tribunal. Elle a insisté pour acheter au lieu de louer, insisté pour vivre seule au lieu de trouver une colocataire ou de rester plus longtemps à la maison pour économiser de l'argent. Très peu pratique, très cher. Mais Marc a tout de suite compris pourquoi c'était une erreur. Je ne pense pas que l'appartement d'Hélène soit une erreur, dit doucement Sarah, prenant la parole pour la première fois depuis les entrées. Il est magnifique, et elle devrait être fière de ce qu'elle a accompli. Le sourire de ma mère vacilla un instant avant de se réaffirmer. Bien sûr, ma chérie, et nous sommes fiers. Mais Marc a souligné que la propriété à son âge n'est en réalité qu'une question d'ego. Il a dit « Maman, Hélène essaie de prouver quelque chose à des gens qui n'ont pas d'importance au lieu d'investir dans des relations avec des gens qui en ont. » J'eus l'impression d'avoir reçu une gifle. Non seulement ma mère rejetait l'une de mes plus grandes filles, RT, mais elle le faisait en mettant une fausse sagesse dans la bouche de mon frère, me dépeignant comme superficielle et mal avisée. L'appartement pour lequel j'avais cumulé 3 emplois, pour lequel j'avais économisé pendant 3 ans, qui représentait mon indépendance et ma responsabilité financière, était recadré comme un caprice d'ego. « Quand est-ce que Marc a dit ça ?» demandai-je, ma voix soigneusement contrôlée. « Parce que je ne me souviens pas qu'il ait jamais exprimé une opinion sur mes choix de logement. »« Oh, ma chérie, tu n'étais pas là, » répondit ma mère en douceur. « C'était lors d'une de nos conversations privées. Marc et moi parlons de tout. Il est très préoccupé par ton bonheur. Tu sais, il s'inquiète que tu t'isoles. » Encore de la fiction. Marc et moi vivions à 20 minutes l'un de l'autre et nous nous voyions peut-être une fois par mois, lors des réunions de famille. Nos conversations dépassaient rarement les scores SP, hortifs, et les plans du week-end. L'idée qu'il menait une analyse psychologique approfondie de mes choix de vie était absurde. Mais la partie vraiment douloureuse était de voir comment le récit était reçu. Tante Sylvie avait l'air troublée, comme si elle était sincèrement préoccupée par mon prétendu isolement. Oncle Georges hochait la tête d'un air pensif, comme si les intuitions fabriquées de Marc avaient révélé quelque chose d'inquiétant sur mon caractère. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ma mère créait ces histoires élaborées, qui reformulaient chaque choix de vie normal que je faisais, en preuve d'un défaut de caractère, puis créditait Marc de la sagesse nécessaire pour identifier mes lacunes. C'était une destruction systématique de ma réputation, menée par le biais de l'éloge des intuitions fictives de mon frère. La conversation se tourna vers ma vie amoureuse, ou plutôt son absence, et je me préparais à ce qui allait suivre. « Hélène y a toujours été si difficile ?» expliqua ma mère à la table. « Elle a refusé des hommes parfaitement bien parce qu'ils ne répondaient pas à ses critères impossibles. Une carrière, un appartement dans le bon quartier, des études supérieures. Marc n'arrête pas de lui dire qu'elle cherche un CV au lieu d'une âme sœur. La vérité, c'est que j'avais été en couple pendant 3 ans dans ma vingtaine, une relation qui s'était terminée quand mon petit ami m'avait trompée avec sa collègue. Depuis, j'avais eu quelques rendez-vous, mais je n'avais trouvé personne avec qui je me sentais suffisamment connectée pour le présenter à ma famille. Je n'avais jamais discuté de mes critères de rencontre avec Marc, et je ne l'avais certainement jamais entendu offrir de conseils relationnels. Mais dans la version de ma mère, j'étais une femme froide et calculatrice, rejetant de bons hommes pour des raisons superficielles, tandis que Marc était le gourou des relations essayant de me guider vers l'amour authentique. J'ai regardé autour de la table et j'ai vu l'histoire prendre racine. Mes cousins échangèrent des regards
qui suggérait qu'il réévaluait tout ce qu'il pensait savoir de moi. Tante Sylvie me regardait avec ce qui semblait être de la pitié. Même Sarah paraissait incertaine, comme si elle essayait de réconcilier la Hélène qu'elle connaissait avec le personnage que ma mère décrivait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce soir était différent. Ce n'était pas seulement le favoritisme habituel ou le mépris désinvolte, c'était un assassinat de personnalité, systématique et délibéré. Ma mère utilisait Marc comme une arme pour détruire ma réputation tout en l'élevant simultanément au statut de sage de la famille. Et le pire, c'est que Marc laissait faire. Il ne corrigeait pas les faits, ne me défendait pas. Il restait assis en silence pendant que sa mère détruisait la crédibilité de sa sœur, en utilisant son nom comme instrument de destruction. Les assiettes du plat principal furent débarrassées, et je réalisais que la soirée se dirigeait vers quelque chose. Ma mère avait ce regard dans les yeux, celui qui signifiait qu'elle se préparait pour un grand final. L'histoire, jusqu'à présent, avait été une mise en place, établissant le récit qui justifierait tout ce qui allait suivre. Le dessert arriva avec toute la fanfare d'une célébration d'anniversaire, avec un gâteau au chocolat orné de 60 bougies, et le personnel du restaurant se rassembla pour chanter. Je regardais le visage de ma mère s'illuminer à la lueur des bougies, rayonnante de l'attention et de l'admiration qu'elle avait orchestrée pour elle-même. C'était son moment, sa scène, et je pouvais sentir l'énergie dans la pièce se diriger vers ce que je reconnaissais maintenant comme une performance. Après le chant, le soufflage des bougies et les photographes, obligatoire, ma mère se leva, un verre de vin à la main, prête à s'adresser à son public. Le restaurant s'était calmé autour de nous, les autres convives interrompant poliment leur conversation par respect pour ce qui semblait être un moment familial spécial. Avant de terminer cette merveilleuse soirée, commença-t-elle, sa voix portant non seulement à notre table, mais aussi dans les environs, je veux prendre un moment pour parler de la famille, de ce que signifie être vraiment béni avec des enfants qui comprennent ce qu'est l'amour. Un frisson me parcourut l'échine. Quelque chose dans son ton, la façon dont elle se positionnait, me disait que ce ne serait pas un discours de gratitude générique d'anniversaire. « Je sais que je suis censée parler en dernier, » dis-je rapidement, me levant à moitié de ma chaise. « Mais j'aimerais dire quelque chose d'abord, si ça ne vous dérange pas. » Je pensais que si je pouvais devancer ce qu'elle prévoyait, je pourrais peut-être orienter la conversation vers un terrain plus sûr. J'avais préparé un petit discours dans la voiture, quelque chose de sincère sur sa force et sa résilience, son dévouement à la famille, toutes les choses qu'une fille devrait dire sur sa mère en une telle occasion. Ma mère me fit un signe de la main pour que je me rassoie, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, ma chérie, laisse-moi commencer. J'ai tellement de choses à dire, et je veux m'assurer de tout dire avant de devenir trop émotive. » Alors, je me suis rassise, les mains soigneusement jointes sur mes genoux, et je me suis préparée à être généreuse et solidaire pendant que ma mère prenait la vedette. Je me suis dit que c'était son jour, son moment, et que quelle que soit la critique qui pourrait être intégrée dans son discours, je la gérerais avec grâce. Quand je regarde autour de cette table, continua-t-elle, je vois les visages de Jen qui ont donné un sens à ma vie, ma chère sœur Sylvie, qui a toujours été ma plus proche amie, mon beau-frère Georges, qui a été comme un père pour mes enfants, mes petits-enfants qui me rappellent chaque jour ce qu'est la joie pure. Des applaudissements chaleureux parcoururent la table. Jusqu'ici, tout va bien. Et bien sûr, mes enfants, Hélène et Marc, deux personnes très différentes qui m'ont appris des leçons très différentes sur ce que signifie être une mère. Ça y est, pensai-je, me préparant à la comparaison qui allait sûrement suivre. Marc, dit-elle, en se tournant pour rayonner vers mon frère, a été mon plus grand professeur sur ce à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Depuis qu'il est petit garçon,
Il a compris que la famille ne concerne pas ce que vous accomplissez ou ce que vous accumulez. Il s'agit d'être là, d'être présent, de se soucier du cœur des autres. Marc avait l'air de vouloir se cacher sous la table, mais ma mère ne faisait que commencer. Il m'appelle tous les jours. Tous les jours. Pas parce qu'il a besoin de quelque chose, pas parce qu'il y a un ordre du jour, mais parce qu'il veut sincèrement savoir comment je vais. Il écoute quand je parle de mon arthrite, de mes soucis pour la maison, de mes inquiétudes pour l'avenir. Il se souvient de ce que je lui dis. Il prend des nouvelles. Il se soucie. C'était nouveau pour moi. J'appelais ma mère tous les dimanches et je le faisais depuis plus d'une décennie. Mais apparemment, cet appel hebdomadaire qui ressemblait souvent à une obligation pour nous deux ne comptait pas comme être là. Marc ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, continua-t-elle, sa voix devenant plus forte et plus émotive. Il ne m'a jamais fait sentir que mes problèmes étaient trop petits ou que mes préoccupations étaient trop triviales. Quand je m'inquiète pour l'argent, il ne me fait pas la leçon sur la question d'un budget. Quand je me sens seule, il ne me dit pas de me faire plus d'amis. Il écoute simplement, il se soucie, et il me fait sentir que le bonheur de sa mère compte vraiment pour lui. Les implications devenaient plus claires. Apparemment, mon aide pratique avec les factures et mes suggestions pour gérer les finances n'étaient pas des expressions d'amour. C'étaient des leçons. Mon encouragement pour qu'elle rejoigne des groupes sociaux ou suive des cours n'était pas un soutien. C'était un rejet de sa solitude. Marc a toujours compris que l'amour est un verbe, dit ma mère, sa voix portant maintenant clairement jusqu'aux tables voisines. Ce n'est pas une question de grands gestes ou de cadeaux coûteux. C'est une question de constance, de présence, de disponibilité émotionnelle. Il s'agit de faire en sorte que quelqu'un se sente vu et valorisé pour qui il est, pas critiqué pour qui il n'est pas. Je sentis mon visage brûler. Elle, écolier de perles coûteux, me parut soudain une preuve contre moi. La preuve que j'étais le genre de personne qui pensait que l'amour pouvait être acheté plutôt que vécu. « Et Hélène » dit-elle, se tournant enfin pour me regarder avec ce que je ne peux décrire que comme une résignation déçue. Hélène m'a appris une leçon différente sur la maternité. Elle m'a appris que l'on peut tout donner à quelqu'un, chaque opportunité, chaque avantage, et qu'il peut quand même grandir pour devenir quelqu'un qui voit la famille comme une obligation plutôt qu'un cadeau. Le restaurant était devenu complètement silencieux autour de nous. Je pouvais sentir le poids de l'attention de dizaines d'étrangers, tous témoins de ce qui devenait clairement un drame familial très public. Hélène a du succès. Il n'y a aucun doute là-dessus, continua ma mère, et je pouvais entendre le « mais » arriver à des kilomètres. Elle a un bon travail, un bel appartement, une belle vie. Mais le succès sans cœur n'est que du vide. La réussite sans amour n'est que de l'ego. Mes mains tremblaient maintenant, mais je me forçais à rester assise, à maintenir mon sang-froid, à la laisser finir quoi que ce soit. Je regarde ma fille et je vois quelqu'un qui a oublié d'où elle vient. Quelqu'un qui pense qu'envoyer de l'argent, c'est la même chose qu'envoyer de l'amour. Quelqu'un qui croit qu'organiser une réservation de dîner, c'est la même chose que d'entretenir une relation. Oncle Georges se racla la gorge, mal à l'aise. Tante Sylvie fixait son assiette de dessert comme si elle contenait des instructions pour s'échapper. Même les enfants avaient cessé de s'agiter, sentant que les adultes étaient au milieu de quelque chose de sérieux et d'effrayant. Le plus triste, dit ma mère, et maintenant, il y avait de vraies larmes dans ses yeux. C'est que je ne pense pas qu'Hélène réalise même ce qu'elle manque. Elle est si occupée à gravir les échelons et à impressionner des étrangers qu'elle a perdu le contact avec les gens qui l'aiment vraiment.
Elle est devenue quelqu'un qui planifie la famille comme une réunion d'affaires et mesure les relations par leur retour sur investissement. J'avais l'impression de regarder cela arriver à quelqu'un d'autre. Comme si je flottais au-dessus de la table, observant cet assassinat public de mon personnage. Une partie de moi voulait se lever et me défendre, énumérer toutes les façons dont j'avais été présente pour cette famille, tous les sacrifices que j'avais faits, tout l'amour que j'avais essayé d'exprimer de la seule manière que je connaissais. Mais une plus grande partie de moi commençait à comprendre que cela ne concernait pas vraiment mon comportement. Cela concernait le besoin de ma mère de justifier son favoritisme, de créer un récit où aimer Marc plus que moi n'était pas un parti pris, mais de la sagesse. Alors, pour mon 60e anniversaire, conclut-elle en levant son verre de vin, je veux remercier Marc de m'avoir montré à quoi ressemble le fait d'être vraiment aimé par un enfant. Et je veux espérer qu'un jour, Hélène apprendra de son exemple et se souviendra que la famille ne consiste pas en ce que vous pouvez fournir. C'est en qui vous choisissez d'être. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne savait comment réagir à ce dont ils venaient d'être témoins. Personne ne leva son verre pour se joindre à son toast. Même Marc avait l'air horrifié. Et c'est là qu'elle me regarda directement avec un sourire qui était à la fois triomphe et pitié, et prononça les mots qui allaient tout changer. Parce que, honnêtement, ma chérie, à ce stade, tu n'es même pas assez bien pour qu'on t'appelle famille. Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée, choquants et clarifiants à la fois. Pendant un instant qui parut une heure, personne ne bougea. Les tables environnantes étaient devenues complètement silencieuses. Des étrangers, maintenant témoins involontaires de ce qui était clairement une crise familiale se déroulant en temps réel. Mais quelque chose d'étrange se produisit à ce moment d'humiliation absolue. Au lieu de la honte écrasante que je m'attendais à ressentir, au lieu de l'envie familière de m'excuser et d'essayer de réparer ce que j'avais fait de mal, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais éprouvé en présence de ma mère auparavant. Une clarté cristalline totale. Je regardais cette femme qui venait de me déclarer indigne de faire partie de la famille devant des dizaines d'étrangers, et soudain, je pouvais voir tout le schéma avec une précision parfaite et dévastatrice. Cela ne s'était pas construit pendant 32 ans à cause de mes échecs en tant que fille. Cela s'était construit parce que mon existence même remettait en question l'histoire qu'elle avait besoin de raconter sur elle-même. J'étais la preuve que son favoritisme était un choix, pas une réponse à notre mérite différent. J'étais la preuve que l'amour dans notre famille était conditionnel, gagné par la conformité plutôt que donné librement. Et le plus dangereux de tout, j'étais le rappel que Marc n'était pas réellement le philosophe sage et émotionnellement intelligent qu'elle avait créé dans ses histoires. C'était un homme de 31 ans, vivant dans sa chambre d'enfant, soutenu financièrement par la sœur que sa mère venait de renier publiquement. Je me levai lentement et je sentis l'énergie dans la pièce changer. Tout le monde s'attendait à ce que je sorte en larmes ou que je m'effondre en excuses. Au lieu de cela, je regardai ma mère droit dans les yeux et je souris. « Tu sais quoi, maman ?» dis-je, ma voix portant clairement à travers le restaurant silencieux. Si je ne suis pas assez bien pour qu'on m'appelle famille, alors tu dois arrêter d'utiliser mon nom pour impressionner les autres. Son sourire confiant vacilla un instant. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle. Mais je pouvais entendre la légère incertitude se glisser dans sa voix. « Je parle de la façon dont tu dis à Madame Leclerc que ma promotion était un effort familial. » Continuai-je, ma voix se renforçant. « Je parle de la façon dont tu as dit aux dames de ton club de lecture que tu m'as aidé à acheter mon appartement.
Je parle de la façon dont tu as passé 2 ans à dire à tout le monde que mon prix de marketing était en réalité une réussite d'équipe. La couleur commençait à quitter son visage, mais je n'avais pas fini. Tu vois, voici le truc avec une fille qui n'est pas assez bien pour être appelée famille, dis-je en sortant mon téléphone et en le posant sur la table. Elle a tendance à garder des archives. J'ouvris mes photos et trouvai la capture d'écran que j'avais prise 6 mois plus tôt, lorsqu'une amie de la famille m'avait félicité pour mon approche d'équipe, du succès, et avait mentionné à quel point ma mère était fière de notre stratégie marketing. Ceci est un SMS de Madame Garcia, annonçai-je à la table, lisant directement depuis mon téléphone. Elle dit « Votre mère me racontait justement comment le prix de marketing était en réalité un projet familial et comment elle vous a aidé à comprendre les besoins du client. Elle est si fière de la façon dont vous avez écouté ses conseils sur la présentation. » Je levai les yeux vers ma mère, dont le sourire avait maintenant complètement disparu. Ce qui est intéressant à propos de cette conversation, maman, c'est que tu n'as jamais vu ma présentation. Tu ne sais pas pourquoi j'ai eu ce prix. Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail au-delà de savoir s'il payait bien. Mais d'une manière ou d'une autre, quand il s'agit d'impressionner les voisins, ça devient une réussite familiale, collaborative. Marc fixait ses mains, mais je pouvais voir les sourcils d'oncle Georges se lever alors qu'il commençait à comprendre ce qui se passait. Et puis, il y a la situation de l'appartement, continuai-je, m'échauffant sur mon thème. Madame Bernard m'a dit le mois dernier à quel point elle était impressionnée par notre stratégie d'investissement immobilier. Apparemment, tu lui as expliqué comment tu m'as aidé à naviguer sur le marché du logement et à prendre des décisions financières intelligentes. Je ris, et cela sonna étrangement à mes propres oreilles, amer, mais d'une certaine manière libérateur. La vérité, c'est que tu m'as dit qu'acheter était stupide. Tu as dit que je devrais louer pour toujours et donner l'argent de la compte à Marc pour l'aider à démarrer son entreprise. Quelle entreprise, au fait? Celle où il vend l'électronique des autres pour le SMIC? Hélène, dit doucement Marc, levant enfin les yeux. Mais je levai la main. Non, laisse-moi finir, parce qu'apparemment, je ne suis pas assez bien pour être appelée famille, mais je suis assez bien pour qu'on s'attribue le mérite quand ça arrange. Je me retournai vers ma mère, qui regardait maintenant autour de la table, cherchant un soutien qui, de toute évidence, ne venait pas. « Tu veux savoir ce qui est vraiment intéressant ce soir ?» demandai-je. Chaque histoire que tu as racontée sur Marc me donnant des conseils. Chaque conversation où il a soi-disant partagé sa sagesse avec toi sur mes choix de vie. J'ai des relevés téléphoniques remontant à 3 ans. Marc et moi, nous envoyons peut-être 2 SMS par mois, généralement sur la logistique des événements familiaux. Nous n'avons eu exactement 0 conversation sur mon appartement, ma vie amoureuse, ma carrière ou ma philosophie personnelle. Sarah fixait son mari avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déceler. « Hi frère ». Tante Sylvie regardait entre ma mère et moi, comme si elle regardait un match de tennis. Donc, soit mon frère est la personne la plus incohérente du monde, t'offrant des perspectives profondes qu'il n'a jamais partagées directement avec moi, soit tu as inventé des conversations pour justifier de traiter tes enfants différemment. Le silence s'étira comme une respiration retenue. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. « Et tu sais quelle est la partie vraiment triste ?» continuai-je, ma voix plus douce maintenant, mais d'une certaine manière plus dévastatrice. Tu aurais pu simplement nous aimer tous les deux. Tu aurais pu être fier de Marc pour qui il est, et fier de moi pour qui je suis. Au lieu de cela, tu as créé cette mythologie élaborée, où l'aimer nécessitait de me diminuer. Je pris mon portefeuille dans mon sac à main, comptant assez d'argent pour couvrir tout le dîner, plus un pourboire, généreux. Voici le truc quand on n'est pas assez bien pour être appelé famille, dis-je en posant l'argent sur la table.
Les membres de la famille ne paient généralement pas pour les dîners d'anniversaire des personnes qui ne les reconnaissent pas comme telles. Les répercussions de mes paroles se propagèrent dans le restaurant comme des pierres jetées dans une eau calme. Je pouvais voir les autres convives faire semblant de ne pas regarder, tout en écoutant clairement chaque mot. Notre serveur avait complètement cessé d'approcher notre table, sentant probablement que ce qui se passait ici dépassait largement son salaire. Le visage de ma mère était passé par plusieurs changements de couleur, se fixant sur une teinte pâle qui la faisait paraître plus âgée que ses 60 ans. Pour la première fois de ma vie, elle semblait véritablement sans voix, sa bouche bougeant légèrement, comme si elle essayait différentes réponses et les rejetait toutes. « Est-ce Hélène ?» dit doucement tante Sylvie. « Peut-être devrions-nous tous prendre une grande respiration ?» « Non, » dis-je, ma voix toujours calme mais ferme. Je prends des respirations depuis 32 ans. J'ai trouvé des excuses et des moyens de rationaliser ce schéma, et j'en ai fini. Je me tournai pour m'adresser à toute la table, à ces personnes qui venaient d'assister à l'évaluation publique de ma valeur par ma mère. « Je veux que vous compreniez tous quelque chose, » dis-je. Depuis 2 ans, j'envoie 500 € par mois pour aider aux dépenses du ménage. 500 € que j'économise en achetant des produits de marque distributeur, en sautant des dîners au restaurant et en conduisant une voiture de 7 ans. La tête de Marc se redressa d'un coup, ses yeux écarquillés de surprise. Clairement, c'était une nouvelle pour lui. J'ai organisé ce dîner ce soir. J'ai fait la réservation, coordonné les emplois du temps de tout le monde, et comme vous pouvez le voir, je paie pour tout. J'ai organisé chaque réunion de famille depuis 4 ans. J'ai envoyé des fleurs pour chaque anniversaire, chaque fête des mères, chaque anniversaire de mariage. Ma voix devenait plus forte alors que je continuais, les mots s'écoulant de moi comme l'eau d'un barrage brisé. J'ai écouté des heures de plaintes sur la situation professionnelle de Marc, son manque de direction, son incapacité à contribuer aux dépenses du ménage, et j'ai tranquillement résolu ces problèmes avec mon chéquier, tout en m'entendant dire que ma véritable contribution à cette famille était d'apprendre à être plus disponible émotionnellement. Sarah regardait Marc avec une expression qui suggérait que certaines conversations allaient avoir lieu sur le chemin du retour. « Mais voici ce que j'ai finalement compris, » continuai-je, regardant directement ma mère. « Cela n'a jamais été à propos de mon comportement. Cela n'a jamais été à propos de mon obsession pour ma carrière, ou de mon indisponibilité émotionnelle, ou de tout autre défaut de caractère que tu m'as diagnostiqué au fil des ans. » Ma mère retrouva enfin sa voix. « Hélène, tu es ridicule. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour ça. » « C'est exactement le moment et l'endroit, » l'interrompis-je. « Parce que tu as choisi que ce soit le moment et l'endroit quand tu as décidé de me déclarer publiquement indigne de faire partie de la famille. » Je pouvais voir oncle Georges hocher légèrement la tête. Et tante Sylvie regardait ma mère avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. « La vérité, c'est que tu avais besoin que je sois le problème pour que ton favoritisme puisse passer pour de la sagesse. Tu avais besoin que Marc soit le sensible, l'intelligent émotionnellement, pour que ta préférence pour lui puisse sembler justifiée plutôt qu'arbitraire. » Je fis un geste vers mon frère, qui était toujours assis dans un cil, se stupéfait. « Mais le truc, c'est que Marc n'est pas réellement la personne que tu as créée dans ces histoires. Il ne dispense pas de profondes réflexions sur mes choix de vie. Il n'a pas de conversation philosophique profonde avec toi sur la nature de l'amour et de la famille. C'est un homme de 31 ans qui travaille à temps partiel dans la vente et vit dans sa chambre d'enfant. »« Ça suffit, » dit sèchement ma mère, retrouvant enfin un peu de combativité. « Non, ça ne suffit pas, » répondis-je. « Parce que j'en ai marre de prétendre que c'est normal. J'en ai marre de participer à une dynamique familiale où un enfant ne peut rien faire de mal et l'autre
ne peut rien faire de bien, indépendamment du comportement réel ou des contributions. Je pris mon sac à main et me levai, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'en ai marre de payer pour le privilège d'être insultée. J'en ai marre d'organiser des rassemblements où je suis traitée comme une invitée indésirable. Et j'en ai particulièrement marre de subventionner un style de vie pour quelqu'un dont la mère vient de dire à une salle pleine de gens que je ne suis pas assez bien pour être appelée famille. Marc prit enfin la parole. « Hélène, je ne savais pas pour l'argent. Je ne savais pas que tu… » « Ça n'a pas d'importance, » dis-je, et je le pensais. Ce qui compte, c'est que tu es resté assis là et que tu l'as laissé me détruire en utilisant ton nom comme arme. Tu l'as laissé créer de fausses conversations et une sagesse fictive pour justifier de me traiter comme une ordure. La blessure sur son visage était réelle, et pendant un instant, je me sentis mal pour lui. Ça ne devait pas être facile de découvrir que toute son identité au sein de notre famille était construite sur des mensonges et des exagérations. Toutes ces histoires sur tes profondes intuitions et ton intelligence émotionnelle, continuai-je, elles ne te concernent pas, Marc. Elles concernent son besoin de justifier de t'aimer plus que moi. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles t'empêchent probablement de devenir réellement la personne qu'elle prétend que tu es. Je regardais une dernière fois autour de la table, ces personnes qui venaient d'assister à la dissolution complète de la façade publique de notre famille. Tante Sylvie, oncle Georges, j'espère que vous comprenez que cela ne vous concerne pas. Vous avez toujours été gentils avec moi, et j'apprécie cela. Ils hochèrent tous les deux la tête, l'air abasourdi, mais pas sans sympathie. « Sarah » dis-je, m'adressant directement à ma belle-sœur. « Tu es bonne pour Marc. J'espère que tu l'aideras à découvrir qui il veut vraiment être au lieu de celui que sa mère prétend qu'il est. » Elle me fit un petit signe de tête et ce qui ressemblait à un sourire d'excuse. Finalement, je me retournai vers ma mère, qui regardait maintenant autour de la table, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne à sa défense. « Et maman » dis-je, ma voix plus douce maintenant, mais non moins ferme. « Quand tu seras prête à avoir une vraie relation avec ta vraie fille, au lieu d'être déçue que je ne sois pas le fils fictif que tu préfères, tu as mon numéro. » Je commençai à m'éloigner, puis me retournai pour une dernière pensée. Oh, et juste pour que ce soit clair, les paiements mensuels s'arrêtent maintenant. Si je ne suis pas assez bien pour être appelée « famille », alors je ne suis pas assez bien pour en financer une. Les 6 mois qui suivirent cette confrontation au restaurant furent les plus difficiles et les plus transformateurs de ma vie. Sortir de ce dîner d'anniversaire, c'était comme franchir une porte vers un monde complètement différent. Un monde où je devais apprendre à exister sans le bruit de fond constant de la recherche d'une approbation que je n'allais jamais recevoir. Les premières semaines furent brutales. Mon téléphone sonnait constamment. Divers membres de la famille, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Tante Sylvie appela 3 fois la première semaine, soi-disant pour prendre de mes nouvelles, mais en réalité, pour essayer de comprendre comment les choses avaient pu si mal tourner. Oncle Georges envoya des SMS maladroits, suggérant que les familles traversent des moments difficiles et que peut-être un peu de temps et de perspective aiderait. Marc laissa des messages vocaux que je ne pus me résoudre à écouter. Ces messages passèrent par des étapes de confusion, de colère, de culpabilité, et finalement quelque chose qui ressemblait à une véritable introspection. Sarah m'envoya un SMS séparé, disant qu'elle était en train de digérer beaucoup de nouvelles informations et qu'elle avait besoin de temps pour savoir comment avancer. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, oscilla entre la fureur et la manipulation. La première semaine amena des appels furieux m'accusant d'avoir gâché son anniversaire et d'avoir humilié la famille en public. Quand cela ne fonctionna pas, elle passa à la culpabilité, laissant des messages larmoyants sur le fait qu'elle ne comprenait pas d'où venait cette colère
et qu'elle voulait juste retrouver sa fille. Mais j'étais déjà en thérapie à ce moment-là, une démarche que j'avais entamée le lundi suivant l'incident du restaurant. Le docteur Dubois était spécialisé dans les traumatismes familiaux et les dynamiques narcissiques, et elle avait la capacité remarquable de m'aider à voir des schémas que j'avais vécus sans les reconnaître. Ce que vous avez vécu, expliqua-t-elle lors de notre 3e séance, n'était pas seulement du favoritisme. C'était une campagne systématique pour saper votre sens de la réalité et votre estime de soi, tout en maintenant un déni plausible. Elle m'aida à comprendre des concepts comme le gaslighting, la désignation d'un bouc émissaire et la différence entre la culpabilité et le remords légitime. Elle m'apprit les limites, non seulement la théorie, mais le travail pratique quotidien pour les mettre en place et les maintenir. La partie la plus difficile fut d'apprendre à faire confiance à mes propres perceptions. 32 ans à voir ma réalité remise en question et recadrée m'avait laissé douter de ma propre mémoire et de mon jugement. Le docteur Dubois me fit tenir un journal où j'écrivais les interactions et les conversations exactement comme je m'en souvenais, avant que l'interprétation de quiconque ne puisse influencer ma mémoire. Le travail devint mon sanctuaire. Sans le fardeau constant du drame familial et des contributions financières mensuelles, je me retrouvais avec plus d'énergie et de concentration que je n'en avais eu depuis des années. Je me suis lancée dans une nouvelle campagne de marketing pour une start-up de mode durable et la liberté créative était enivrante. La campagne a fini par remporter un autre prix de l'industrie et cette fois, quand les gens me félicitèrent, je n'eus pas à me demander si ma mère était quelque part en train de s'attribuer le mérite de mon succès. La réussite était purement la mienne, et c'était incroyable. J'ai aussi recommencé à sortir avec des gens, chose que j'avais évitée pendant plus d'1 an en raison du stress familial. J'ai rencontré David dans un groupe de randonnée, et ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est la simplicité de nos interactions. Il n'analysait pas mes motivations, ni ne me comparait défavorablement à des normes imaginaires. Il appréciait simplement ma compagnie et me le disait directement. Quand je lui ai parlé de ma situation familiale, il a écouté sans essayer de réparer quoi que ce soit ou de suggérer que les liens du sang l'emportaient, dit sur toutes les autres considérations. « On dirait que tu as fait un choix sain », fut tout ce qu'il dit. Et la simplicité de cette validation me mit presque les larmes aux yeux. Environ 4 mois après l'incident du restaurant, Marc se présenta finalement à mon appartement. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais quelque chose dans sa posture me dit que ce n'était pas une embuscade, ni une tentative de me culpabiliser pour obtenir une réconciliation. « Je vais aussi en thérapie », dit-il après que je lui eus offert un café à contre-cœur. Sarah a insisté après qu'elle m'a forcé à affronter certaines choses sur la façon dont notre famille fonctionne réellement. Il avait l'air différent, plus âgé en quelque sorte, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une conscience de soi authentique. « Hélène, je veux que tu saches que je n'ai jamais dit ces choses que maman m'a attribuées. Je n'ai jamais analysé ta décision d'appartement, ta vie amoureuse ou tes choix de carrière. Je ne lui ai jamais donné d'idée sur ton caractère ou tes motivations. » Je hochai la tête. Je sais, j'ai fini par le comprendre. Mais voici ce avec quoi j'ai du mal, continua-t-il, sa voix se faisant plus basse. Je ne l'ai jamais corrigée non plus quand elle racontait ses histoires. Je l'ai laissé utiliser mon nom pour te démolir parce que c'était agréable d'être le préféré, même si cette faveur était basée sur des mensonges. C'était la conversation que j'avais à la fois espérée et redoutée. J'ai été l'enfant chéri toute ma vie, dit-il. Et je n'ai jamais remis en question si je le méritais, ou ce que cela te coûtait. J'ai juste accepté les louanges, la protection et les excuses sans réfléchir à ce que cela signifiait pour ma sœur. Nous avons parlé pendant 3 heures ce jour-là, probablement la plus longue conversation honnête que nous ayons jamais eue.
Marc m'a parlé de la pression d'être le spécial, de la façon dont cela avait en fait retardé son développement, parce qu'il n'avait jamais eu à faire face à de réelles conséquences ou à développer une véritable résilience. Sarah m'a fait remarquer que j'ai 31 ans et que je n'ai jamais eu à découvrir qui je suis, en dehors du fait d'être le favori de maman, dit-il. Chaque fois que je commençais à avoir des difficultés ou à échouer, elle intervenait avec une excuse, un sauvetage ou une histoire sur la façon dont mes difficultés étaient en fait des signes de ma sensibilité. Il allait quitter la maison de notre enfance le mois suivant. Il m'a dit qu'il avait trouvé un emploi à temps plein dans une autre entreprise et qu'il prévoyait de retourner à l'école à temps partiel pour terminer ses études. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » dit-il en partant. « Je voulais juste que tu saches que je vois enfin ce qui se passait et que j'essaie de devenir quelqu'un qui mérite la sœur que j'avais, au lieu de la fiction que maman préférait. » 3 semaines plus tard, tante Sylvie appela pour m'annoncer que ma mère racontait aux gens que je traversais une période difficile et que la famille me soutenait dans mes épreuves. Apparemment, je traversais une crise professionnelle et j'avais explosé lors du dîner d'anniversaire, à cause du stress au travail. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que même mon absence était utilisée comme une arme, transformée en une autre histoire qui me dépeignait comme instable, tout en présentant ma mère comme la parente qui souffre en silence face à un enfant à problème. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que je me fichais de l'histoire qu'elle racontait. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité, et les gens qui ne connaissaient pas la vérité n'avaient pas vraiment d'importance. J'apprenais à construire une vie basée sur mes propres valeurs, au lieu d'essayer de gagner l'approbation de quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de la donner. Je découvrais ce que c'était que d'avoir des relations basées sur le respect mutuel, au lieu de dynamiques hiérarchiques. Les séances de thérapie mensuelles m'apprenaient que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'elle se produit. Certains jours, je me surprenais encore à vouloir appeler ma mère pour lui annoncer une bonne nouvelle, oubliant un instant qu'elle n'était pas réellement intéressée à célébrer mes succès. Mais la plupart des jours, je ressentais quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La paix. L'anxiété constante de ne jamais être assez bien avait été remplacée par la confiance tranquille de savoir que j'étais assez, exactement telle que j'étais. 6 mois après être sortie de ce restaurant, j'apprenais enfin ce que c'était que d'être libre. Assise ici, aujourd'hui, je réalise que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter d'essayer de gagner l'amour de personnes qui ont déjà décidé que vous n'en valez pas la peine. Parfois, le choix le plus sain est de s'éloigner des dynamiques familiales qui vous obligent à être plus petit, moins important ou différent de qui vous êtes réellement. Ma mère avait raison sur une chose. J'ai appris ce que signifie être une famille. La vraie famille ne vous demande pas de vous diminuer pour que les autres se sentent spéciaux. La vraie famille ne crée pas de fiction élaborée pour justifier de vous traiter mal. La vraie famille célèbre vos succès au lieu de s'en attribuer le mérite. Je n'étais peut-être pas assez bien pour être appelée « famille » dans la maison où j'ai grandi, mais j'étais assez bien pour créer ma propre définition de ce à quoi une famille devrait ressembler. Et il s'avère que c'était la leçon, la plus précieuse de toutes. Certaines relations valent la peine de se battre, et d'autres valent la peine d'être abandonnées. La sagesse consiste à connaître la différence et à avoir le courage d'agir en conséquence, même lorsque c'est la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Si vous regardez ceci, et que vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas fou. Vous n'imaginez rien et vous méritez mieux. Parfois, la famille qui vous aime le mieux est celle que vous choisissez pour vous-même. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas votre valeur?
J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la recherche de la force dans des situations difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, veuillez partager cette vidéo avec lui. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, vous êtes assez, exactement tel que vous êtes. Peu importe ce que les autres pourraient dire. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de le croire vous-même, même lorsque les personnes qui vous ont élevé ne vous l'ont jamais appris. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et les uns des autres.